à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Florent Dubois, responsable de la construction durable chez Lafarge France. Il publie un livre sur le béton écologique. On va en parler dans un instant. Notre débat, il portera sur la neutralité carbone. Elle est mise à toutes les sauces dans les campagnes de communication et pourtant, elle n'a de sens qu'au niveau planétaire. L'ADEME met en garde les marques, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrez Bocco Drive, une épicerie bio, locale et zéro déchet. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Florent Dubois, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous publiez donc ce livre Béton écologique et construction durable, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir la transition. C'est aux éditions Erol. J'avoue que quand j'ai reçu le livre, je me suis dit béton écologique. Voilà un autre oxymore, ça semble contradictoire. Oui, mais ça reflète en fait bien un paradoxe actuel puisque on se rend compte que le béton qui a été le matériau au XXe siècle, qui a permis de concrétiser l'idéal républicain en apportant le confort, l'hygiène de masse, aujourd'hui, il pâtit d'une image terriblement négative face aux défis climatiques et à cette révolution écologique à laquelle il est appelé. Mais c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour montrer, décrypter les pistes concrètes qui vont marquer cette révolution, cette évolution du matériau, parce que c'est un matériau qui a toujours évolué, qui a muté au cours des époques pour répondre aux défis que les sociétés humaines lui demandaient. Oui, et on va évidemment détailler les solutions pour tendre, on va dire, vers un béton écologique. C'est vrai que c'est des enjeux majeurs, les enjeux de construction durable. En France, la construction de bâtiments et d'infrastructures de transport consomme 2 tonnes de béton par an et par habitant. Ça représente 2% de notre empreinte carbone. Vous l'avez un peu évoqué, mais si on fait un focus sur la France, ça représente quoi ? Quelle place on a fait au béton dans notre pays ? Il faut se rendre compte effectivement de l'échelle de notre consommation de matériaux pour la construction. Donc c'est des infrastructures, c'est des bâtiments. Aujourd'hui en France, par an, on construit l'équivalent en termes de bâtiments de la taille d'une ville comme Marseille et 56 viaducs de Millau. Donc effectivement, ce sont des ressources. Chaque année, si on regarde les volumes effectivement de béton principalement, c'est le matériau principal, ça représente cette consommation de matière. Donc face au défi de la transition écologique, il faut tenir compte de cette échelle parce que ça va appeler des gisements, des nouvelles ressources décarbonées, recyclées, renouvelables, qu'on va devoir mettre en œuvre pour utiliser et concevoir ces nouveaux ouvrages en béton. Alors, si on rentre un peu dans le détail, comment réduire l'empreinte carbone de la construction en béton ? Là, vous avez parlé de recyclage. C'est quoi, par exemple, les options de recyclage ? Oui, alors, pour parler d'empreinte carbone, il faut aussi se mettre vraiment dans la perspective d'ouvrages et de béton écologique. Parce qu'on ne peut pas penser carbone sans économie circulaire, puisque tout ça va appeler des gisements décarbonés et toutes les ressources sont limitées, qu'elles soient renouvelables ou minérales. Donc il faut bien regarder les choses en parallèle. Donc pour moi, il y a trois principaux axes pour faire un béton écologique. D'abord, il faut répondre, c'est un béton qui va être utile à la société post-carbone. Donc un béton qui va être spécifié pour des infrastructures comme des fondations d'éoliennes, des routes partagées qui permettent la mobilité douce, ou des bâtiments durables dont l'architecture va permettre aussi un usage un petit peu plus intensif aujourd'hui et aussi à l'avenir. Le but, c'est aussi de réduire les besoins à l'avenir en construction, donc des bâtiments évolutifs, réversibles. Tout ça, ça va changer déjà un petit peu le cahier des charges des bétons de demain. Donc, quels usages on va faire de ce béton ? Pour bien spécifier déjà de quel béton, avec quelle performance on attend. Ensuite, effectivement, c'est des bétons qui vont être plus performants, mieux formulés, plus finement, peut-être plus résistants, plus durables. Et en fait, le secret du béton performant, c'est aussi sa compacité. Pour des questions de durabilité, de résistance, on va chercher à le rendre le plus compact possible. Et pour ça, ces dernières années, on a fait des avancées assez importantes, où on a développé des bétons fibrés ultra haute performance, par exemple. On voit, par exemple, le MUSEM. Vous voyez cette dentelle qui l'enrobe. On pense aussi à la passerelle. Le musée à Marseille. Le musée à Marseille des civilisations de Méditerranée. Donc,
on pense à cette dentelle, il y a aussi cette passerelle qui est très très fine avec un grand élancement qui évoque même l'acier, alors qu'en fait c'est du béton. Oui. Et donc ça, c'est des techniques de formulation de béton qui permettent de le rendre beaucoup plus durable, vraiment dans sa longévité, et compact, donc résistant. Et cette technique-là nous permet aussi de décarboner pour des bétons un peu plus ordinaires, pour du bâtiment courant, de décarboner en optimisant la formulation du béton. D'accord. Donc c'est-à-dire des bétons plus résistants qui permettent aussi un gain de matière dans son ensemble. Donc ça veut dire pour bien comprendre, on utilise moins de matière pour faire ce béton plus compact. Exactement, C'est ça. puisque on va décupler sa résistance mécanique, notamment, on va pouvoir réduire le besoin en matière pour cette même résistance. Mais je parlais de recyclage, vous n'avez pas vraiment répondu parce que. Pardon. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'était très intéressant ce que vous venez de dire. Ce que je connaissais moins que le recyclage, parce que on commence, les géants du secteur commencent à se dire, mais il y a un gisement de béton qu'on peut réutiliser, c'est ça, quand on détruit un bâtiment, comment ça se passe le recyclage du béton? Exactement. Alors déjà, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le béton, il est 100% recyclable. Il suffit de séparer les aciers de renforcement et après on retrouve la matière minérale qu'on peut concasser et récupérer à différentes granulométries pour recomposer un béton. Donc ça, on sait le recycler à 100%, on sait même faire des bétons à base de granulats recyclés à 100%. Donc techniquement, il n'y a pas de problème. Effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'adéquation entre les gisements de béton de démolition, et heureusement, on construit un peu plus que ce qu'on démolit tous les ans. Et donc, effectivement, cette consommation. Donc, le but, c'est d'incorporer de plus en plus de ces granulats recyclés à proximité des métropoles, là où il y a des chantiers. Mais alors, aujourd'hui, c'est pas une colle, je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais ça représente quoi, le béton recyclé? C'est quelques pourcentages, c'est moins de 5%, ça représente... C'est vraiment minime, quoi. C'est effectivement le taux de ressources, de granulats recyclés dans les bétons, il est très faible. Il est effectivement de l'ordre du % sans doute. Ça évolue très rapidement en ce moment, puisque justement les travaux récents dont je faisais allusion ont montré que les bétons recyclés pouvaient être résistants, durables, etc. Donc c'est en train d'évoluer, mais ces granulats sont aujourd'hui beaucoup utilisés pour les infrastructures routières. Donc il y a déjà un marché, si vous voulez. Ah oui. Donc, et c'est pas forcément extensible. Vous dites, on pourrait monter jusqu'à quel pourcentage de béton recyclé? Je ne sais pas si là on est autour du effectivement pourcent. 25-30%. Ah oui, donc il y a quand même une grosse marge de progression. Suivant le besoin. Mais c'est en fait le principe de l'upcycling, comme on dit. Donc aujourd'hui, c'est ce granulat qui est utilisé dans les sous-couches routières, le mettre dans du béton pour plus de valeur ajoutée, en fait, et trouver d'autres substituts, comme le recyclage des terres polluées ou des granulats qu'on peut récupérer ailleurs, d'autres granulats aussi artificiels issus de l'incinération des déchets. Il y a plein de coproduits industriels qui pourraient être utilisés comme, ou même les sédiments de curage, etc., des granulats qui permettraient de faire ces sous-couches routières. Donc c'est tout un cycle à réinventer. J'ai vu qu'il y avait d'autres options, le béton de bois, le béton de chanvre. Ça c'est pareil, on est de l'ordre de la recherche ou alors c'est déjà utilisé? Non, c'est déjà utilisé. Alors, c'est vrai que quand on repense la formulation du béton, on peut imaginer toutes sortes de granulats pour en faire des bétons isolants. Il y a des bétons structurels isolants, avec de la pierre ponce, par exemple. Ça permet de faire des façades isolées, même architecturales, avec toute une qualité esthétique aussi. Et puis, si on veut le rendre encore plus isolant, on peut chercher des granulats végétaux. Donc, le chanvre, ça se pratique déjà. C'est une filière qui a à peu près 30 ans. Donc, elle est en train de prendre de l'ampleur, justement, avec cet engouement pour les matériaux biosourcés. Et donc, on arrive à faire des façades, des murs isolants en béton de chanvre. Donc là, c'est vraiment le granulat qu'on va lier avec de la chaux, par exemple, pour faire ces bétons. Les bétons de bois aussi retrouvent une nouvelle dimension. On les utilisait pas mal pour des murs acoustiques, parce qu'il y a des propriétés phoniques intéressantes, mais on est en train aussi, effectivement de les utiliser plus largement. Je voudrais qu'on parle des engagements du secteur du BTP. D'ici à 2030, les majors, les géants français du BTP, devront avoir diminué leur empreinte carbone de 40%, avec un objectif zéro carbone en 2050. Est-ce que vous diriez que c'est un effort collectif qui est en train de s'engager? Oui, et on est en train de
prendre conscience et de partager cette feuille de route entre industriels, entre entreprises de construction et pouvoir public. C'est vraiment un triptyque, même utilisateur-consommateur, hein, ces fameux triptyques. Mais je pense qu'on a besoin vraiment de se familiariser avec ce qui constitue ces feuilles de route. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une convergence entre la stratégie nationale bas carbone, les plans de transition sectorielle de l'ADEME, etc. Toutes les feuilles de route montrent qu'on a bien identifié les leviers qui permettent de décarboner le ciment, le béton aussi dans son ensemble, puisqu'effectivement, quand je dis béton plus performant, ça nécessite aussi de former, d'accompagner les entreprises de construction pour les mettre en œuvre, puisque le but, c'est de ne pas changer non plus trop vite les propriétés de ces bétons, pour qu'ils puissent être déployés assez rapidement là, dans les 10 années à venir. Merci beaucoup Florent Dubois. Béton écologique, construction durable, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir la transition, c'est donc publié aux éditions Erol. On passe à notre débat, la neutralité carbone comme argument de communication. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Thomas Parouti, bonjour Thomas. Bonjour Heureux de vous retrouver, le fondateur de l'agence Mieux. Et puis avec nous en visioconférence, Thibaut Benkhalil, qui est le directeur carbone chez Greenflex. Bonjour, je commence avec vous. C'est quoi Greenflex ? Alors, Greenflex, c'est un acteur de la transition environnementale et sociétale. Donc, on aide finalement toutes les organisations à travailler sur les enjeux environnementaux, sociétaux, à travailler notamment sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, à monter des projets de filière ambitieux et à travailler notamment sur des stratégies bas carbone. Et on entend beaucoup parler chez nos clients, chez nos prospects, du terme neutralité carbone. Et bien justement, c'est l'objet de ce débat, puisque l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, Thomas, vient de publier un avis d'expert sur cet argument, l'utilisation de cet argument neutralité carbone dans les campagnes de communication. Est-ce que ça vous semblait urgent que l'ADEME s'en mêle et de dire attention, on est en train de... Non, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de neutralité carbone alors qu'elles ne devraient pas en parler. Ouais. Après, le sujet de la décarbonation est un sujet qui a été pris en main très sérieusement par les entreprises. Quand on regarde, il y a une étude qui sort au mois de septembre chaque année. Et on voit que sur les dernières années, 22%, puis 43%, puis 71% des entreprises ont une vraie stratégie carbone. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. On voit que les consommateurs ont conscience. 48% des Français savent ce qu'est une empreinte carbone. Ils savent définir ce que c'est. Ils font attention au tri, ils font attention à la réduction de leurs impacts. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc il y a cette tendance très forte. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui, pour valoriser leur stratégie RSE et en particulier leur stratégie carbone, ont parlé un peu vite et on parlait du pain de mie Harris qui est neutre en carbone. Et en fait, c'est pas très pertinent et c'est bien que l'ADEME dise stop, on arrête et on parle de ce qui se passe avant surtout. Pourquoi ça n'a pas de sens de dire neutralité carbone pour une marque ou pour une entreprise ou pour une institution? C'est la dimension d'un pays, voire même de la planète, que ça peut il y a ça et surtout que c'est pas pertinent de dire neutralité carbone quand on n'explique pas tout ce qui s'est passé avant sur la mesure, l'évitement, la réduction, etc. C'est un peu comme si un conducteur de gros 4x4 diesel disait « moi je plante un arbre à chaque fois que je prends ma voiture ». C'est pas ça ce qui est intéressant, c'est comment je fais pour réduire mon empreinte et comment je fais pour réduire ma pollution et mes émissions de CO2. Ouais. Thibaut Benkhalil, il y a beaucoup de formules un peu creuses qui vantent la neutralité carbone. Vous êtes peut-être confronté à ça. Est-ce que c'est parfois un manque tout simplement d'information, de connaissances de la part des entreprises ou des institutions? Il n'y a pas que les entreprises d'ailleurs. Alors, c'est un manque de connaissances, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. La neutralité carbone à concevoir, déjà l'expression neutralité, ça renvoie pas forcément vers quelque chose d'assez positif. Et en fait, la neutralité, c'est effectivement, comme vous le disiez, un objectif planétaire. À la base, on est sur un équilibre entre des émissions par les activités humaines et tout ce qui est stockage dans des puits de carbone par les activités humaines. À partir de là, la vraie question, c'est pas comment je peux atteindre une neutralité ou comment je mets une étiquette neutre en carbone sur mes produits, c'est comment
comment moi, organisation, territoire, je viens contribuer à la neutralité carbone, être ambitieux sur le sujet et, comme le disait Thomas, être transparent sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup plus de sens à venir finalement raconter une démarche ambitieuse, ce qu'on fait avec ses différents fournisseurs, ses clients, les consommateurs, raconter cette belle histoire où on va parler de sobriété et d'économie circulaire que de coller bêtement une étiquette ma tomate est neutre en carbone ou ma bière est carbone positif, qui sont des choses qui sont déjà vues. C'est un enjeu de sérieux, c'est aussi un enjeu de réputation. Vous avez quand même aujourd'hui des calendriers de l'Avent, du greenwashing qui ont été sortis, beaucoup plus d'éducation des consommateurs sur les sujets climatiques. La fresque du climat bat son plein aujourd'hui auprès des particuliers et auprès des professionnels. Et donc, communiquer finalement de façon peu sérieuse, ça devient risqué pour les organisations. Oui, ça, je trouve, c'est vraiment un argument intéressant, Thomas Parouti. Je voudrais vous entendre aussi là-dessus. C'est-à-dire que les marques qui utilisent cet argument, qui mettent un peu neutralité carbone à toutes les sauces, elles s'exposent. Il y a un risque d'image, il y a même peut-être un risque juridique, il faut en parler. Alors, c'est clair que maintenant, il y a un risque juridique, mais par manque de connaissances, de culture, de formation, que ce soit chez les annonceurs ou au sein des agences, il y a un vrai risque aujourd'hui de carbon washing. Ouais. Et on parle de carbone trop rapidement. Alors qu'en fait, le sujet, c'est pas la compensation, c'est tout ce qu'on fait avant. Nous, on a une méthode qui est très simple et que tout le monde peut retenir, qui s'appelle Merci. On communique sur la mesure, l'évitement, la réduction, la contribution éventuellement, mais surtout sur l'implication. L'implication des collaborateurs, à mesurer, éviter, réduire, l'implication des consommateurs, des collaborateurs, enfin de tous les gens autour de l'entreprise qui vont permettre cette réduction, cet évitement. Et comme Thibault le disait, aujourd'hui, il y a une vraie attente de la part des ONG, par exemple, de sobriété. Comment je fais pour éviter de mettre, par exemple, du packaging? Comment je fais pour éviter de la logistique? Et ça contribue réellement à la réduction des émissions carbone. Alors les conseils de l'ADEME, dans cet avis d'experts, se défaire de l'approche purement arithmétique de la neutralité, ne pas focaliser leur communication sur la prétendue neutralité du territoire, activité, produit ou service, et puis ça rejoint ce que vous disiez dire l'un et l'autre, communiquer de façon transparente, proportionnée et distincte sur les différents leviers de contribution à la neutralité carbone collective. Donc en fait, on pourrait même donner deux exemples. L'exemple de formulation à proscrire, c'est le 100% neutre en carbone. En revanche, l'ADEME dit, voilà l'exemple de formulation préconisée avec l'empreinte carbone associée à la conception, à la fabrication de notre produit a été réduite de tant de pourcents en 3 ans. C'est intéressant, Thibault Benkelil, parce que ça peut sembler parfois difficile pour le consommateur que je suis, les consommateurs que nous sommes, de faire le tri entre le greenwashing, le carbon washing et l'engagement réel. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi ? Oui, on ressent ça. Il y a une vraie difficulté à faire le tri dans ces formulations, et c'est pour ça qu'il faut chiffrer une certaine approche, savoir de quel périmètre on parle. Aujourd'hui, on annonce 100% neutre en carbone sur un périmètre d'émissions de gaz à effet de serre qui peut être partiel, par exemple, où on n'a pas regardé toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont nécessaires en amont et en aval des activités. Donc l'enjeu, c'est se fixer un certain nombre de règles et objectiver une communication, parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y aura pas aujourd'hui de neutralité carbone planétaire sans une forte réduction. Donc à partir de là, ça veut dire pour les organisations être capable de dire je prends mes émissions et voilà la trajectoire de réduction que je me donne, ce que je me fixe comme objectif. Et pour ça, on a de plus en plus d'approches dont l'ADEME parle et qui sont reconnues. Se fixer une cible qu'on va appeler science-based, finalement, où on vient réduire des émissions de gaz à effet de serre de façon à être en cohérence avec l'urgence climatique, ou suivre des démarches comme on peut appeler la démarche acte pas à pas, qui finalement permet de se projeter dans un monde bas carbone. Mais il faut donner ces chiffres et des explications plutôt qu'avoir des formules à l'emporte-pièce qui tiennent sur une étiquette de 2 cm².
Ouais. Thomas Parouti, c'est encore autorisé d'utiliser 100% neutralité carbone, etc. Ou alors la loi pourrait changer en la matière? Il faut que, suite à l'avis de l'ADEME, toutes les entreprises, toutes les marques arrêtent d'utiliser cette expression. Et moi, je crois qu'il faut qu'elles commencent à parler de leur cycle de vie de produits, parce que le consommateur, il a conscience du cycle de vie. On parle techniquement de l'analyse du cycle de vie, de la CV d'un produit. Et on voit bien que plus on utilise de matières recyclées, plus les matières sont recyclables, plus le produit est réparable, plus on va utiliser une logistique douce, plus le bilan carbone va baisser. Et le consommateur, il fait très attention à ça. De la même façon qu'il fait attention aux conditions de travail dans les usines, il va être de plus en plus vigilant sur l'ensemble du cycle de vie. Et par exemple, il y a Decathlon qui a un gros club de clients qu'ils interrogent assez fréquemment. Et on voit bien que les consommateurs de Decathlon, ils ont complètement conscience du cycle de vie du produit. Et ils savent quand est-ce qu'il y a des réductions d'empreinte carbone du produit. Et donc, du coup, l'avenir, c'est vraiment de dire, voilà, j'ai baissé de 50%, de 30%. Decathlon va sortir une gamme bientôt où ils ont réduit de 72 à 90% l'empreinte carbone de leurs produits par rapport à la panoplie précédente. Une panoplie, c'est les différentes couches qu'on se met pour aller faire par exemple un trek. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc de réduire l'impact. C'est pour ça qu'il y a des gammes de produits qui s'appellent low impact, qui me paraissent un terme plus intéressant que de dire neutre en carbone où on ne comprend plus rien et en fait on ne sait pas comment c'est. Oui, parce que l'objectif, Thomas, c'est évidemment de mettre en avant les entreprises qui œuvrent vraiment, quoi. Bien sûr, et elles sont de plus en plus nombreuses. Oui. Et aujourd'hui, c'est une demande très forte de la part des consommateurs. Et en B2B, aujourd'hui, 100% des entreprises réfléchissent à leur bilan carbone et comment le réduire. Par exemple, l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile, évidemment, les constructeurs demandent aux équipementiers automobiles, aux équipementiers aéronautiques de baisser fortement le bilan carbone des produits qu'ils vont acheter. Et j'ai même rencontré très récemment un acheteur décarbonation. C'est-à-dire qu'une entreprise a décidé d'acheter pas seulement sur le rapport qualité-prix, mais aussi sur le bilan carbone des fournisseurs. Et ça, c'est un nouveau métier, en quelque sorte. C'est un nouveau métier qui est extrêmement intéressant et pertinent pour que l'entreprise se décarbone. Oui, on parlait, Thibaut Benkelil, des consommateurs, des moyens de vérification. Il y a aussi des experts qui s'emparent de ce thème. Par exemple, le New Climate Institute avec l'ONG Carbon Market Watch. Comment ils travaillent? C'est-à-dire qu'ils scrutent les engagements, par exemple, de grands comptes, de grands groupes? C'est ça. Et ce qui est en train de se développer, c'est un certain nombre d'annonces des grandes entreprises comme des entreprises moyennes qui vont venir viser tel niveau de réduction à horizon 2030-2035 et viser une neutralité arithmétique un petit peu fictive en 2040-2050. Donc l'enjeu, c'est de se fixer un cap, mais l'enjeu, c'est aussi derrière de venir faire en sorte qu'il y ait un alignement entre une ambition et des moyens qui soient mis en œuvre. Et ce qui est très compliqué avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est que ça implique tous les métiers. Quand on veut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, il faut impliquer les achats, les services généraux, l'immobilier, la production, le commerce, tous les métiers de l'entreprise doivent y passer. Et donc c'est là où finalement ça devient compliqué, même pour des entreprises qui se disent science-based aujourd'hui et qui suivent l'approche de SBTI, c'est de montrer au fur et à mesure qu'on suit bien cette approche. Effectivement, hein, Thomas, vous l'avez dit, il y a des rapports qui commencent à sortir et à montrer que dans l'état actuel des moyens mis en œuvre et de la transparence des informations, il y a des atteintes finalement des objectifs qui ne pourront pas être atteints aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu quand on annonce une ambition de s'y tenir derrière parce que vous êtes sûr que vous allez avoir effectivement des ONG, mais également des parties prenantes, des clients, fournisseurs qui vont pas demander des comptes, mais en tout cas vérifier un engagement climatique. Et on retombe sur la question d'image dont on parlait tout à l'heure. Merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite. Bonjour Jérôme Fest, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Bocodrive. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit c'est une épicerie pas comme les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on essaie vraiment de cibler le zéro déchet, le zéro plastique. Donc on préconditionne des produits dans des contenants
C'est des bocaux, c'est ça? C'est quoi? Dans des bocaux, exactement, hein, des contenants réutilisables. Donc on a mis un système aussi de consignes inversées pour aider justement les utilisateurs à ne pas payer de consignes, quoi. Donc le boco est offert au départ. Et à la deuxième commande, on rachète le bocal 10 centimes pour aider justement les gens à passer au zéro déchet. Pourquoi vous l'avez créé? Il y a eu un déclic? Oui, bien sûr. Moi, ça fait plusieurs années que je suis dans le zéro déchet. Ouais. Et donc, j'ai essayé de mettre en place tout ça parce que c'était compliqué de passer au zéro déchet, donc d'aller dans un magasin puis dans un autre, avec tous vos contenants, tous vos bocaux, devoir se garer au centre-ville, toute cette façon, toute cette organisation à mettre en place. Et j'ai trouvé assez pratique justement ce système de drive. Donc vous passez votre commande en ligne, vous allez la récupérer, tout est déjà conditionné pour vous dans des contenants. Et donc c'est beaucoup plus facile en termes d'organisation, c'est aussi cibler de nouveaux utilisateurs. Et donc voilà, c'est un concept qui m'a vraiment plu, quoi. Ouais. Et donc vous l'avez créé, vous êtes dans la région alsacienne, c'est ça? Vous êtes Exactement. basé à Mulhouse, c'est votre camp de base en quelque sorte? Oui, c'est ça, on est situé juste à côté de Mulhouse, à Rixheim. Ouais. Et on essaie de cibler un petit peu justement toute la zone de chalandise autour de Mulhouse. Ouais, avec une logique de circuit court, c'est aussi ça l'un des piliers de Bocaux Drive. Oui, bien sûr, on essaie de cibler, on a beaucoup de produits locaux, on a 40 à 50% de produits locaux, beaucoup de produits biologiques aussi, hein, justement pour aider les hommes et la planète. Donc on a du vrac aussi pour la réduction des déchets. Et on bosse avec beaucoup de producteurs locaux, on a des produits, on a la ferme du coin. On a pas mal de fermes du coin, on a des pâtes d'Alsace, des confitures d'Alsace, on a beaucoup de produits locaux. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, il y a des produits que vous ne proposez pas parce que ça ne rentre pas dans votre cahier des charges en quelque sorte? Mais en fin de compte, on va cibler dans un petit supermarché, donc on est quand même obligé de proposer beaucoup de produits pour que les gens ne soient pas obligés d'aller faire leurs courses à plein d'endroits différents. Donc c'est vrai qu'on a une référence de 450 produits. Et tout ce qui est dattes, fruits secs, café, c'est sûr que ça ne vient pas d'Alsace. Mais on est bien obligé de satisfaire le consommateur. La notion, vous avez dit zéro déchet, zéro plastique aussi, ça c'est une dimension importante du projet? Tout à fait, tout à fait. On a zéro plastique dans notre société. C'est parce qu'on sait bien qu'il y a seulement 20 à 25% du plastique qui est recyclé en France. Et donc, on essaye vraiment de cibler sur ces choses-là. On travaille aussi avec les fournisseurs qui nous fournissent dans les sachets Kraft. J'ai par exemple du maïs dans des bidons en plastique, mais consignés. Donc, j'essaie vraiment de travailler avec les fournisseurs pour essayer d'optimiser cette chose-là. Est-ce que justement ça a été compliqué? Est-ce que les filières existaient? Est-ce qu'il fallait un peu réinventer retrouver certaines habitudes? C'était un petit peu compliqué. C'est sûr qu'avec certains fournisseurs, c'est difficile de les faire changer. Mais ça commence à bouger un petit peu. Maintenant, avec les fournisseurs locaux, toutes ces choses-là, là, on peut un peu plus discuter avec le producteur et on peut plus améliorer les choses dans ce sens-là. La nouveauté, on va terminer là-dessus, c'est que vous proposez aussi des plats cuisinés frais, c'est ça? Alors là, c'est une autre infrastructure quand même. Alors, des plats cuisinés frais, on est en train de proposer ça. On va travailler avec le restaurant Pur, etc., qui fait justement des plats cuisinés frais en bocaux consignés. Et donc, on est en train d'ouvrir un partenariat avec eux pour pouvoir les proposer à la vente, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas évident, c'est des DLC assez courtes, 7-10 jours, donc on va travailler là-dessus en précommande pour essayer justement que les gens achètent et qu'ils viennent plus chez nous pour réduire leur déchets. Répondre à cette demande également. Merci Jérôme Fest, bon vent à Bocaux Drive. On espère que vous allez pouvoir essaimer en dehors de l'Alsace. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart Impact et à Bismart. Salut. Merci.